Bon, bonsoir à tous et à toutes, et merci d'être venus. C'est disons pour nous quelque chose de sympathique de voir autant de gens. Donc, je remercie également toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette conférence. Ils ont tous bossé, et ils sont tous là aussi, à l'heure. Bon, donc, juste pour reprendre, il y a 15 ans, avec des équipes scientifiques et médicales du professeur Chatal, initiateur du projet Aronax cyclotron, nous lancions sur le thème médecine et nucléaire la première conférence sur médecine et nucléaire, quel avenir. Notre première soirée avec 140 auditeurs, on fait aussi bien ce soir presque. Et ce soir, les âges de notre avenir, nous suivrons la même thématique. Des soirées comme ça, nous en avons eu 15 à peu près. Le cœur artificiel, 400 auditeurs, animé par le professeur Carpentier, professeur Duveau, le patron du CHU Cardio de Nantes. Ensuite, de la fourche à la fourchette, un thème qui avait été assez bien perçu. Le recyclage de matériaux composites, les terres rares, quels enjeux, et c'est autre encore que je ne vais pas citer. Alors, toujours quand même avec des intervenants de haut niveau, experts reconnus, soit scientifiques, soit chefs d'entreprise. On essaie toujours d'avoir un scientifique et un chef d'entreprise qui acceptent d'expliquer, voire de vulgariser l'état de leurs recherches, l'évolution des produits ou des techniques, et surtout d'ouvrir des perspectives pour nous, ingénieurs et scientifiques, qui aimons comprendre. Et aussi pour vous tous, êtres humains, qui vont connaître un peu de quoi demain sera fait. Je pense qu'on est tous au même stade. Donc ce soir, Joël Florence, professeur des universités et une dépointure de Isomère, avec Gwenaël Baudiman, ingénieur central de Paris, et surtout PDG de Phosphotech, une petite multinationale en grande croissance. Vous verrez. Ils vont nous ouvrir l'esprit sur un monde maritime très proche et surtout porteur de beaucoup d'avenir. Santé, alimentation, beauté. Si nous, humains, nous savons prendre soin dans son exploitation. Madame de Flessel, directrice générale de l'IRIS École Vétérinaire, a accepté, c'est la 3e fois en 15 ans, de nous accueillir, ingénieurs et scientifiques, donc dans son école Oniris Ingénieur. Avant de lui passer la parole, au nom de nos associations d'ingénieurs et de scientifiques, je tiens à la remercier chaleureusement pour son accueil. Merci madame. À vous. Merci président. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Donc on est ravis de vous accueillir ici à Oniris Vatagro Bio Nantes sur le campus ingénieur. Alors qui parmi vous s'est trompé et est allé sur le campus vétérinaire à la Chantrerie ou a hésité? Du coup, vous avez retracé l'historique de 15 ans, alors permettez-moi quand même de vous dire quelques mots sur l'endroit où vous êtes, puisque Oniris existe depuis 15 ans, sous ce nom. Et pour les Nantais, Nantaises de la région Pays de la Loire que vous êtes, ce n'était pas juste le changement de nom de l'École nationale vétérinaire de Nantes, il y a 15 ans. C'était beaucoup plus que ça, en fait. C'était la réunion des 2 écoles nationales sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, il y a 15 ans, qui fusionnaient pour former un nouvel grand établissement public d'enseignement supérieur et de recherche sous le nom de l'IRIS. Ces 2 anciennes écoles, l'École nationale vétérinaire de Nantes à la Chantrerie, près du parc de la Chantrerie, qui a ouvert ses portes en 1979. Mais ici, vous êtes sur la première de ces 2 écoles nationales qui a ouvert ses portes en 1974 pour former des futurs techniciens et ingénieurs en sciences et techniques de l'alimentation. Voilà, donc c'est historiquement, ce campus a 51 ans d'existence. Aujourd'hui, nous y formons toujours, évidemment, nos 2 formations initiales. Nous avons toujours un BTS agricole, biocaline, et donc une formation ingénieur, particulièrement en alimentation et biotechnologie. Et depuis nos 15 ans d'histoire réunis avec l'École nationale vétérinaire,
On a également, évidemment, orienté notre formation ingénieur en biotechnologie de la santé. Voilà, ce qui fait le lien entre former des futurs ingénieurs et des futurs vétérinaires. Voilà, donc ici, en ingénieur, dit ingénieur agro, nous sommes un des 7 établissements publics nationaux qui forment des ingénieurs diplômés agro, donc nous avec la Valence agroalimentaire et biotechnologie. Et sur l'autre campus, nous sommes une des 4 écoles nationales qui forment des vétérinaires. Voilà, l'ensemble de tout ça, nous avons environ 1300 étudiants, puisque nous formons également sur des diplômes de master, et nous sommes co-accrédités également pour délivrer le doctorat de 3e cycle, le PhD, ce qui n'est pas le cas de toutes les grandes écoles, même pas forcément le cas de toutes les grandes écoles publiques. Donc nous en sommes très fiers parce que voilà, la force de l'IRIS, c'est sur ces 2 campus, c'est l'alliance en enseignement supérieur et recherche. Donc nous avons énormément d'unités de recherche, dont des unités mixtes de recherche en partenariat avec Nantes Université et en partenariat avec les 3 grands organismes nationaux de recherche que sont l'INRAE, qui a évidemment notre ADN agricole et qui a été implanté sur le siège de Nantes 3 ans après cette école, donc qui est juste à côté. Nous avons également des UMR avec l'INSERM pour le volet santé et également une unité mixte de recherche ici, en général des procédés alimentaires, avec le CNRS. On fait le lien entre l'industrie du futur, l'alimentation du futur et la santé du futur au travers de toutes nos formations. Voilà, en tout cas, on est ravis d'accueillir l'association des ingénieurs, de toutes écoles, voilà, et des scientifiques, toutes écoles confondues. J'avais proposé le campus ingénieur, les 2 autres fois ça s'était fait sur le campus vétérinaire. Et donc je vous souhaite une très belle conférence, très belle soirée passée parmi nous. Merci. François Benoît, donc président des IESF Pays de la Loire, et on va vous faire une petite présentation rapide de qui nous sommes. Très bien. Donc, nous avons une activité régionale, et dans les Pays de la Loire, nous regroupons 10 alumni sur les 5 départements des Pays de la Loire. Nous avons plusieurs missions principales, celle de rassembler les ingénieurs et de soutenir les scientifiques également. Nous avons aussi la réalisation de la promotion des métiers d'ingénieurs et scientifiques, donc un acronyme qu'on connaît bien pour les ISF, c'est le PMIS. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure pour le détail. Et puis nous participons à la Journée nationale de l'ingénieur, qui cette année, en 2025, était du 1er au 16 mars. Au national, c'est un point important, puisque les IESF, ça représente quand même 1 million d'ingénieurs et un peu plus de 200 000 scientifiques. Le national pratique une enquête nationale qui permet à chacun aussi, à la demande, d'avoir une extraction par région sur les informations que l'on souhaite avoir. Ce sont des comités sectoriels, transverses, publications, conférences également au niveau national, comme nous on le fait au niveau régional. Et puis le certificat à la BELIS, répertoire, par rapport au répertoire des ingénieurs. Alors on va espérer que ça passe, très bien. Alors, le PMIS, donc promotion des métiers d'ingénieurs et de scientifiques, nous avons plusieurs actions. Alors, tout d'abord, et la semaine prochaine, nous rencontrons avec le groupe concerné la rectrice du rectorat de Nantes, une convention avec le rectorat. Nous avons aussi, nous sommes inscrits dans le répertoire de l'Orientibus avec le Conseil régional des Pays de la Loire. Parmi les volontaires, il y a 28 intervenants qui interviennent dans les lycées, les collèges et les salons également, c'est pas rien, qui sont disponibles et qui se déploient sur les 5 départements.
Donc merci à eux, c'est important, puisque ces personnes-là font la promotion des ingénieurs et des scientifiques. Et puis, nous participons donc à des forums de métiers, mais dans 91 établissements. C'est presque 4600 jeunes de rencontrer pour cette promotion. D'accord. Et puis, nous avons des films filières et métiers sur le site qui est accessible, avec des déploiements actuellement auprès des jeunes. Au niveau du grand public, on a plusieurs rencontres. La première, c'est la Fête de la Science. En octobre 2024, sur les différentes activités et ateliers, c'était 450 visiteurs, donc c'est pas rien. Et puis, nous participons, et là aussi, c'est du temps à passer, puisqu'un salon, en général, c'est une journée. Donc, on participe, enfin une journée, voire deux, pour certains, voire même 3 pour certains autres. Et ça fait 11 salons de type Studorama ou l'étudiant pour l'année passée. Voilà. Je n'y reviens pas puisqu'ils vont la citer. La seule dernier point qu'on a fait, c'était en novembre, c'était sur le décarboner l'industrie cimentière et construire pour demain. C'est une conférence qui avait eu lieu sur le site de l'école centrale de Nantes. Voilà pour les activités des USF Pays de la Loire. Je vais passer la parole aux micros, je pense, qui sont accessibles pour vous. Donc, à M. Florence et M. Baudiment qui vont animer la conférence. Voilà. Donc, je vous laisse animer. Donc, je me présente, Joël Florence, je suis professeur à l'Université de Nantes, mais je n'ai pas toujours été professeur. J'ai commencé ma carrière dans le privé, puisque j'ai fait un doctorat dans le cadre d'une contracie. Donc, je viens de l'industrie. J'étais ensuite au CEVA, à l'Ifremer, et je termine ma carrière à l'université. Il y a un fil conducteur, c'est ma passion pour les algues. Je crois que certains ici le savent. Puis c'est avec plaisir que je vois ma première doctorante qui est aussi présente dans cet amphithéâtre, qui a fait une thèse remarquable sur la valorisation d'un pigment extrait des algues, qui est la phycoérythine et qui est utilisée en fait dans le milieu industriel. Alors, que vous dire de plus? Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui, bien entendu, des algues et de leur valorisation. J'ai 45 minutes. 45 minutes, c'est long et court à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas vous parler de toutes les valorisations potentielles des algues. Je vais faire un focus particulier sur 3 types de valorisations. Les valorisations en alimentation humaine, les valorisations en agriculture et les valorisations en santé humaine. Et en fait, ce qui regroupe ces 3 types de valorisation, c'est qu'en fait, ce sont des valorisations traditionnelles des algues. On utilise les algues de manière traditionnelle en alimentation humaine, en agriculture et aussi en santé, puisque la médecine traditionnelle japonaise, coréenne et chinoise utilise les algues dans ses pratiques thérapeutiques. Bien. On en est où? Bon, sinon, je peux vous en parler encore longtemps. Ah, mais ça, c'est pas moi. Donc, je tiens à remercier, bien entendu, l'association des ingénieurs et scientifiques de France pour leur... Alors, les algues, donc c'est une conférence grand public. Donc, je m'excuse auprès de certains de mes collègues qui sont relativement pointus, que ce soit dans le domaine donc, de la biochimie, de la chimie, ou même de la biologie. Donc, les algues, quel est votre avenir? C'était en fait l'intitulé de cette conférence. Alors, les algues, quand on parle d'algues, on parle de quoi? On parle d'organismes photosynthétiques, c'est-à-dire qui réalisent la photosynthèse. Ce sont des végétaux qui vivent en milieu aquatique, mais pas uniquement. On ne trouve pas que des algues dans l'eau. Notamment, les microalgues, on va les trouver dans des environnements humides, c'est-à-dire en milieu aérien, sur les façades d'immeubles, ou même dans l'atmosphère. Donc les algues végétaux vivant dans l'eau ou en milieu humide, réalisant la photosynthèse, et il y a 2 types d'algues. Il y a les algues visibles à l'œil nu, qu'on appelle macroalgues, et les algues invisibles à l'œil nu, qu'on appelle microalgues. Ce sont des algues unicellulaires. Alors, les algues, on les a classées de façon particulière. Bon, maintenant, cette classification, elle est effectivement un peu obsolète,
du point de vue scientifique, mais ça reste une classification qui est utilisée par les gens qui valorisent les algues. Alors, les algues sont classées en différentes familles botaniques, et ces familles botaniques sont déterminées par les caractéristiques pigmentaires des algues. Toutes les algues ont de la chlorophylle A. Et puis, en fonction de ce qu'on appelle les pigments surnuméraires, c'est-à-dire les pigments supplémentaires, on classe les algues en algues rouges, donc rhodophycées, qui contiennent la chlorophylle A et D, mais surtout un pigment rouge fluorescent qu'on appelle la phycoérythrine, les théophycées ou algues brunes, chlorophylle A, C ou E, mais surtout la présence d'un excès de caroténoïdes, c'est-à-dire de bêta-carotène et de xanthophiles. Et vous voyez que pour les rhodophycées, les chlorophycées et les théophycées, vous avez à la fois des algues unicellulaires, microalgues, mais aussi des algues pluricellulaires, macroalgues. Et puis, première ligne, la spiruline. La spiruline, que l'on ne classe plus du tout dans les algues, c'est une cyanobactérie, autrement dit c'est une bactérie qui a la capacité de faire la photosynthèse. Et donc les algues sont des organismes eucaryotiques. La bactérie est un organisme prokaryotique, c'est un prokaryote, et donc la spiruline n'est pas au sens strict une algue. On l'avait identifiée au départ comme algue bleue, maintenant elle est identifiée comme cyanobactérie. Alors, quelle est l'écologie des algues? On va commencer par les algues invisibles à l'œil nu, c'est-à-dire les microalgues. Elles peuvent vivre libres dans la colonne d'eau, on parle alors de phytoplancton, ou elles peuvent vivre effectivement sur les vasières, donc sur le fond, et on parle de microphytobenthos. Mais on trouve aussi des algues, c'est-à-dire des microalgues, dans des environnements humides. Là, vous avez une façade d'église, où vous allez trouver donc de la chlorelle, et vous trouvez du Porphyridium cloentum, c'est-à-dire une algue rouge. Alors, les algues pluricellulaires ou macroalgues, c'est les algues que vous pouvez voir quand vous allez effectivement aller sur l'estran. Donc, elles ont des formes relativement différentes, mais elles ont une morphologie qui est une morphologie assez commune. Alors, cette morphologie commune, on la trouve surtout sur des grandes algues comme... sur des grandes algues comme Undaria pinnatifida, vous voyez ici, qui est le fameux wakame. En fait, vous avez trois parties. La terre, c'est le crampon qui va être utilisé par l'algue pour se fixer sur le substrat rocheux. Le stipe, ça pourrait s'apparenter à une tige, mais les botanistes seraient vent debout si j'appelais ça une tige, c'est un stipe. Et ensuite, vous avez la partie sommitale, ou la fronde, et ce que vont consommer donc les organismes, c'est surtout, et quand je parle d'organismes, je parle bien entendu des êtres humains, la fronde est constituée de lave. Alors, les algues, la plupart d'entre elles, celles qui sont valorisées, se retrouvent en fait sur une zone du littoral qu'on appelle l'estran. C'est la zone qui va subir en fait le balancement des marées. Donc une zone qui va être découverte et recouverte alternativement, soit par des marées de faible intensité, donc une marée des mortes eaux ou des marées de vives eaux qui correspondent en fait aux grandes marées. Et en fait, il y a une répartition bathymétrique qui diffère selon les algues. Les algues que l'on trouve en fait les plus proches de la surface et qui vont être découvertes très rapidement, ce sont les algues vertes, les ulves. Vous avez ensuite les algues brunes, le fucus et la scophyllum. C'est ce qu'on appelle vulgairement le goémon. Et puis vous avez ensuite des algues rouges comme le chondrus et les laminaires ou Undaria, ce sont des algues qui vont être en fait découvertes très rarement, c'est-à-dire que lors des grandes marées. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que l'homme, quand il a valorisé les algues, il a d'abord valorisé les algues qui étaient facilement accessibles. Autrement dit, le goémon, essentiellement, et les ulves. Et quand il a voulu valoriser les laminaires, il fallait qu'il y ait un accès à ces laminaires. L'accès, c'était durant les grandes marées, ou lorsque ces laminaires s'échouaient sur les plages parce qu'elles avaient été arrachées par des tempêtes. Alors, que ce soit des microalgues, que ce soit des macroalgues, on les valorise en alimentation humaine, en alimentation et santé animale, en agriculture, santé humaine, en cosmétique et biocarburants. Je ne dirai rien sur les cosmétiques parce que je pense que mon collègue et ami Lionel Baudimont aura des choses à me dire sur le sujet. Alors, les algues, vous avez dû entendre que c'était en fait une ressource qui était en expansion. Et en fait, c'est effectivement une réalité. Quand on voit l'évolution de la production mondiale des algues,
sur les 3 dernières décennies. Donc, en 1992, il y avait à peu près 7,5 millions d'algues qui étaient produites, soit par culture, soit par récolte, et c'était du pois frais. Aujourd'hui, donc ça c'est les chiffres de la FAO, quand je dis aujourd'hui, c'est les derniers chiffres accessibles sont de 2019, 2021, mais je ne les ai pas mis, on est à peu près à 37,5 millions d'algues qui sont produites dans le monde pour les applications alimentaires essentiellement. Donc même si c'est un aliment assez peu répandu en Occident, il faut savoir qu'il est très répandu en termes d'utilisation dans notre partie du monde. Alors, sur les algues, vous avez 1% de la production qui est représentée par des microalgues. Et 99% de la production, ce sont des macroalgues qui sont produites. L'algoculture est le principal mode de production des algues et donc des macroalgues. Vous avez donc 97% des algues qui sont produites dans le monde sont produites par algoculture et uniquement 3% par récolte. Alors, quelles sont ces algues que l'on produit principalement par algoculture? Eh bien, vous avez une espèce reine, c'est Laminaria japonica qui s'appelle plus Laminaria japonica, oui, parce que les algues changent souvent de nom. C'est en fait Saccharina japonica, et vous la connaissez peut-être sous un nom vernaculaire, c'est-à-dire vulgaire, c'est le kombu, qui s'écrit avec un M ou un N, ça dépend des auteurs. Et soi-disant, c'est ce qu'on m'aurait dit, mais je ne suis pas japonais, donc c'est un spécialiste du japonais. Kombu kombu veut dire bonheur en japonais. Donc tout ça pour vous dire que c'est une algue qui est très prisée par nos amis japonais. En 2021, il y avait à peu près 12 millions de tonnes de Laminaria japonica qui étaient produites dans le monde. Et bien entendu, c'est la Chine qui était le principal producteur. 90% de la production de cette algue est faite en Chine. Alors, quelles sont les applications actuelles des algues? On va voir alimentation humaine, agriculture, santé humaine, on verra santé animale, je n'aurai pas le temps de le traiter. Mais vous aurez peut-être des questions sur le sujet. Alors, en alimentation humaine, il y a deux applications principales pour les algues. Une application directe et une application indirecte. L'application directe, on va consommer l'algue en tant que telle. Soit on va la consommer comme légume de mer, comme on peut consommer un légume de terre, soit l'algue va rentrer dans la composition d'un aliment plus élaboré. Les maquis, vous connaissez tous les maquis, et bien voilà, c'est un exemple d'utilisation d'algues, mais l'algue est un produit alimentaire intermédiaire dans le façonnage donc, du maquis, où l'algue va rentrer dans le processus alimentaire comme ingrédient ou condiment. Et puis, sans le savoir, vous consommez toujours des algues, et vous allez toujours consommer des algues. C'est ce qu'on appelle en fait l'alimentation humaine indirecte. C'est-à-dire que là, on ne va pas consommer l'algue en tant que telle, mais une substance issue des algues. Ce sont des colloïdes, c'est-à-dire des substances qui vont être utilisées comme additifs alimentaires pour leurs propriétés gélifiantes, texturantes. Ce sont les alginates, les agars et les carragénanes, qui sont connus comme additifs sous les appellations E400 à E407. Alors, on peut déjà essayer de déguster les algues par les yeux. Donc, vous avez effectivement là une application des algues, c'est un pain où on a intégré les algues donc, dans la farine de blé, on a rajouté donc, des paillettes d'algues, c'est un pain aux algues, vous avez les fameux maquis. Vous avez ensuite donc, un plat très courant, je dis souvent à mes étudiants, hein, c'est facile de cuisiner les algues, vous savez tous faire des pâtes, vous rajoutez en fait donc, dans l'eau de cuisson, par exemple, du wakame, et vous avez ce type de plat. Là, vous avez un peu plus compliqué, c'est du wakame avec du riz au curry et puis une larme de saumon. Vous avez une recette que vous voyez, ici, qui est l'écrasé de pommes de terre aux algues. Donc, c'est une recette qui a été élaborée par la société Bord à Bord. Et puis, vous avez un produit qui est assez remarquable, qui est le Seat Meat Burger. C'est en fait un burger qui intègre dans sa composition 75% de protéines de bœuf, 25% d'algues.
Alors le Sekmilburger, il est produit par une société qui s'appelle Civic Company, qui est une société néerlandaise. Et effectivement, vous voyez les avantages de ce burger en termes de production à gaz à effet de serre. Donc si on regarde quelle est la production de gaz à effet de serre, la consommation d'eau douce, la pollution de l'eau et la surface de terrain utilisée pour produire 1 kg de viande de bœuf. Et si vous voyez le Sekmilburger qui contient 75% de viande de bœuf, vous voyez qu'en fait, le bilan écologique est quand même beaucoup plus favorable au Sekmilburger. Donc c'est sur ce bilan écologique que la société Civic Company essaie effectivement de valoriser ce produit. Ce produit a un certain succès auprès des jeunes consommateurs, notamment aux Pays-Bas et en Irlande. Alors, ça c'était pour les applications alimentaires, les applications agricoles. Dans les applications agricoles, la première des applications, qui est une application quasi traditionnelle, c'est l'amendement des sols. C'est-à-dire qu'on a utilisé les algues pour améliorer la structure du sol. Donc là, si certains d'entre vous sont allés à Galway, et en face de Galway, il y a une île qui s'appelle l'île d'Aran. C'est une île qui est battue par le vent, et les premiers hommes qui ont vécu sur cette île, en fait, ils vivaient dans des conditions très difficiles, et puis ils ont commencé à ramasser le goémon associé donc à la couche de sable, et ce goémon qui s'est décomposé a constitué ce qu'on appelle l'humus qui a été utilisé pour certaines cultures vivrières. Donc c'est un cas assez particulier, mais sinon en Bretagne, vous avez le cas du merle, donc qui est une algue calcaire, Dicotymium calcareum, qui a été utilisée par les agriculteurs en Bretagne pour en fait abaisser le pH des sols et permettre des cultures plus compatibles que les cultures qu'ils pouvaient faire sur des sols acides. Alors, ça c'est la tradition. Et quand il y a la tradition, il y a aussi modernité. C'est quoi la modernité? Alors les algues ont été utilisées de façon traditionnelle pour amender les sols, c'est-à-dire modifier la structure des sols, mais elles ont été utilisées aussi pour fertiliser les sols, c'est-à-dire apporter en fait des éléments nutritifs aux plantes. La modernité aujourd'hui, c'est en fait d'utiliser des produits à base d'algues, des extraits, et ces extraits en fait ont une activité sur la croissance et le développement des plantes. Vous me direz les engrais aussi. Et la différence, c'est qu'en fait, entre un biostimulant et un engrais, c'est qu'il faut très peu de biostimulants pour favoriser la croissance et le développement des plantes. Comment est-ce possible? Parce que, en fait, ces extraits d'algues, ce sont surtout des extraits d'algues brunes, c'est de l'ascophyllum, comme vous pouvez voir ici, en fait, contiennent des hormones de croissance, des cytokinines, de l'oxyde, de l'acide abscisique, qui vont favoriser la croissance et le développement, c'est-à-dire la morphogénèse de la plante. Et ensuite, ces extraits ont aussi un effet sur l'activation de la microflore péionique, qui va permettre un développement accru des racines de la plante. Donc, en développant un peu plus le système racinaire de la plante, on permet à la plante d'assimiler aussi de façon plus efficace les nutriments contenus dans le sol. Alors, donc, deux types de produits, les extraits liquides. Alors, les extraits liquides, on va soit donc, les utiliser, c'est ce qui est le plus souvent utilisé, sous la forme de pulvérisation foliaire, donc sur la plante qui est en cours de développement. Sinon, on peut les utiliser par trempage des graines dans ces extraits liquides, ou par pulvérisation de ces graines par les extraits liquides. Et quand il s'agit en fait de culture hydroponique, on va tremper les racines de la plante dans la solution hydroponique qui contient les extraits d'algues. Il existe une alternative qui est l'utilisation de granulés secs qui vont être introduits tels que dans le sol et qui vont libérer les hormones au fur et à mesure donc, de leur temps de présence dans ce sol-là. Alors, est-ce que je vous parle de science-fiction ou est-ce que je vous parle d'une réalité? Je vous parle d'une réalité parce qu'il existe des produits qui sont commercialisés pour ces effets biostimulants. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le fameux goémon, qui était utilisé de manière traditionnelle en Bretagne par les maraîchers pour améliorer donc, les cultures, améliorer notamment la fertilisation du sol,
Et bien, cet Ascophyllum nodosum, qui est le fameux goémon avec le fucus, c'est en fait la principale ressource utilisée pour réaliser ces extraits qui contiennent des activités biostimulantes. Alors vous avez donc le simplex qui stimule la croissance arbustive des citronniers. Vous avez un produit français qui est donc le Algomina guema, qui contient la sargasse et qui augmente de 15 à 25% la masse des semis. C'est un produit qui est utilisé chez le maïs. Donc vous voyez, vous avez aussi un produit goéma à base d'ascophyllum qui va augmenter la croissance végétative chez les pommiers. Et puis vous avez un produit qui est surtout commercialisé dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire en Australie et en Nouvelle-Zélande, le kelpak, qui est obtenu à partir d'une algue brune qui est Econia maxima et qui augmente la masse des boutures, notamment chez les géraniums. Et puis vous avez des produits expérimentaux à base d'algues rouges, comme Capaficus alvarezi, ou d'algues brunes, comme Ascophyllum nodosum, pour augmenter le rendement de cultures d'intérêt agronomique certains, comme le blé ou la pomme de terre. Alors, est-ce que les algues sont aussi utiles en agriculture pour développer ce qu'on appelle vulgairement des biopesticides, c'est-à-dire en fait des pesticides d'origine biologique? Alors là aussi, je pourrais vous en parler longuement, mais en fait, je vais me focaliser que sur une famille de molécules qu'on appelle les écoles. Donc ce sont des phénols en fait, très complexes comme vous pouvez le voir. Et en fait, ils ont une activité biocide vis-à-vis du puceron cendré du chou. Et ça tombe bien parce qu'en fait, ces écoles, on les retrouve dans le kelpak. Le kelpak, c'est le fameux produit biostimulant qui est commercialisé donc en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et maintenant aux États-Unis. Alors, algues et santé humaine. En fait, je ne vous parle pas de l'avenir, hein. Je vous parle du passé et du présent, hein. Vous avez remarqué. Donc, algues et santé humaine. Donc là, vous avez un ouvrage, qui est un ouvrage coréen, qui parle de l'utilisation thérapeutique des algues en fonction donc, de certaines pathologies, certains symptômes. Vous avez un produit qui a été commercialisé en France au début du XXe siècle, Maraliment, suraliment des algues marines. Comme vous le voyez sur cette affiche, ce produit convient à la fois aux enfants, mais semble profiter aussi aux vieillards. Et puis vous avez un produit qui est l'ancêtre du Gaviscon. J'ai l'honneur de vous présenter le Jubol, qui était utilisé comme laxatif, mais comme antiacide aussi. Et le Jubol, c'est en fait un produit qui est à base de carragénane, c'est-à-dire de polysaccharides algaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle a été l'approche des différents pays asiatiques par rapport à l'utilisation des algues en médecine traditionnelle et en médecine dite moderne, c'est-à-dire occidentale. En Chine, vous avez en fait une fusion partielle entre les deux médecines, c'est-à-dire médecine occidentale et médecine traditionnelle. Au Japon, vous avez une fusion totale, c'est-à-dire que les médecins japonais sont formés à la médecine traditionnelle comme à la médecine occidentale. Et en Corée, il n'y a pas de fusion, c'est-à-dire les deux médecines cohabitent côte à côte, mais en fait, n'échangent pas leurs pratiques thérapeutiques. Alors, dans toutes les médecines traditionnelles asiatiques, il y a une algue qui est utilisée de façon assez générale, c'est cette algue brune qu'on appelle la sargasse. La sargasse, c'est une algue brune qui est très utilisée en pharmacopée asiatique et traditionnelle. Alors pourquoi je vous parle de la sargasse? Parce que la sargasse est considérée en Europe comme une algue en fait qui est impropre à la consommation. C'est-à-dire qu'en fait elle n'est pas autorisée à l'alimentation humaine. C'est une algue qui est considérée effectivement comme une algue qui n'a que des effets négatifs. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en Asie par contre, la sargasse est non seulement consommée comme aliment, mais elle est aussi utilisée en pharmacopée asiatique traditionnelle. Donc là, vous avez différentes espèces de sargasses. Et voyez un peu l'éventail des traitements thérapeutiques qui font appel à des espèces de type sargasse. Alors, j'ai pris la pharmacopée chinoise, donc Sargassum pallidum, Sargassum confusum, Sargassum fusiforme. Ces trois algues sont répertoriées sous un nom vernaculaire chinois qui est le haizu. Et ça traite le goitre, la scrofule, les douleurs testiculaires,
l'œdème, la bronchite chronique, l'angine de poitrine, l'œsophagite aiguë et l'artériosclérose. En fait, c'est préconisé pour ce type de symptômes dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous avez ensuite Sargassum fulvellum et donc d'autres sargasses qui sont répertoriés sous le nom vernaculaire chinois Haikai. Et là, ça traite le goitre, mal de gorge, le angine poitrine, hydropisie, dysurie, furoncle, fièvre, douleur. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'applications des sargasses en médecine traditionnelle asiatique. En médecine moderne occidentale, vous connaissez tous ce produit. C'est un produit dont on a tous un jour fait usage. En fait, c'est le Gaviscon, qui est un antiacide fréquemment utilisé et qui est à base d'alginate, extrait des algues brunes. Et vous voyez, les alginates représentent en fait 54% du produit. Alors, la recherche a mis en évidence des molécules à l'intérieur des algues qui avaient des activités d'intérêt thérapeutique. Il s'agit notamment de polysaccharides, donc de sucre polymérisé, de grands sucres. Et donc, un polysaccharide qui a été surtout étudié, c'est le fucoïdane. Le fucoïdane qu'on trouve dans l'algue brune Ascophyllum nodosum et qu'on trouve dans la plupart des algues brunes. Cette molécule a des activités anticoagulantes, antithrombotiques, anti-inflammatoires et des activités anticancéreuses lui ont été associées. Alors, les activités anticancéreuses qui sont associées à des molécules, ce sont des choses qui sont assez courantes. Après, effectivement, les molécules en question ne passent pas toujours les différentes étapes d'homologation pour un médicament. On pourra peut-être se poser la question pourquoi. Pour les fucoïdanes, c'est en fait leur poids moléculaire qui est très élevé, c'est-à-dire que si vous injectez un fucoïdane à un malade, compte tenu de son poids moléculaire et de sa capacité à rendre un liquide visqueux, le malade ne va pas mourir du cancer, il va mourir rapidement de la génification de son sang. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire dans le domaine. Donc les algues, là vous avez un magnifique codium fragilé qu'on trouve sur nos côtes, qui a des activités aussi antithrombotiques. Ce sont des lectines, ce sont des glycoprotéines extraites de cette algue qui ont des activités donc antithrombotiques. Ce sont des plantes marines ordinaires, comme j'ai l'habitude de dire, aux propriétés extraordinaires, il faut bien que je défende les algues. Et pour moi, c'est une ressource marine à redécouvrir, plus qu'à découvrir. Elles font partie de notre passé, de notre présent, et il faut l'espérer de notre futur. Bon, les algues, une ressource marine durable au service de notre avenir. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier, d'une part, que les algues sont à l'origine d'à peu près, alors micro et macroalgues, des 2 tiers de l'oxygène qui sont produits sur notre planète. Ensuite, ce sont des puits à carbone. Donc, aujourd'hui, effectivement, ça peut être intéressant de développer la culture d'algues, mais surtout de ne pas altérer cette ressource. Les Australiens ont montré récemment que lorsqu'on donnait à des bovins une ration alimentaire qui contenait un peu d'algues, notamment donc Asparagopsis, qui est une algue rouge, on diminuait de façon assez significative la production de méthane entérique chez les ruminants. Donc là, il y a des pistes effectivement qui restent à explorer pour continuer à utiliser les algues comme des auxiliaires de vie, des auxiliaires écologiques, plutôt que des nuisances. Parce que quand on parle des algues, on nous parle toujours des marées vertes et des marées noires, et personne ne nous parle en fait des bienfaits liés aux algues, que ce soit pour l'écosystème ou pour les animaux et l'homme. Et ensuite, les algues sont des sources complémentaires, alternatives de protéines, qui pourraient être utiles pour l'alimentation humaine ou animale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt que nourrir des poissons qu'on élève par aquaculture avec des sources de protéines qui sont issues du soja, ce serait peut-être plus intelligent d'essayer de nourrir les animaux aquatiques qu'on élève avec des sources de protéines issues du milieu aquatique. Mais ça, c'est presque un débat politique. Bon, vous voyez, je ne suis pas venu pour rien. Donc, simplement, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, mais en fait, je vais me focaliser sur cet ouvrage, qui est un ouvrage pour enfants, qui a été réalisé par Jeanne d'Auvergne et moi-même. Et cet ouvrage, c'est un ouvrage dont l'objectif est de sensibiliser les enfants, en fait,
aux algues, à leur intérêt dans les écosystèmes et donc aux bienfaits qu'on peut en attendre. Donc je voulais vous dire merci beaucoup de votre intérêt pour ces belles de mer, parce que moi je les appelle les belles de mer, qu'on appelle les algues. Après, bon, maintenant, la réalité économique. Merci Joël pour cette présentation, encore une fois, de très haut niveau. Et ça me satisfait un peu parce que je pense que ce que je vais raconter après, ne sera pas en contradiction avec ce que je viens de présenter. Merci également à tous de nous convier en fait à cette soirée dans laquelle effectivement, voilà. Moi je vais vous parler en fait des réalités du marché des algues et des perspectives. Alors encore une fois, ce sont nos réalités d'entreprise. Et je vais vous apporter un témoignage en fait aussi sur ces réalités et sur les freins. Alors d'abord, qui sommes-nous? Fossobec est une société en fait qui a été créée il y a maintenant plus de 20 ans, excusez-moi, je parlais de plus de 20 ans. J'arrête de compter parce que ça fait mal de moment. Et nous sommes créés en fait sur le concept de la valorisation des co- et sous-produits de la filière mer. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui d'économie circulaire. Il y a 20 ans, en fait, nous étions un peu pionniers dans la recherche en fait des axes de valorisation sur les arrêts parce qu'ils n'étaient pas valorisés au niveau biologique. Valorisation des co-produits de la filière mer implique également en fait, de s'intéresser à tout type de matières premières, notamment en fait, aux algues. Et notre métier en fait est d'être des chasseurs de molécules, des chasseurs d'ingrédients, des chasseurs de composés en fait à haute valeur ajoutée. Et nous intéressons à des marchés comme le marché en fait, de la nutrition humaine, de la santé, de la pharmacie. Nous sommes situés à Nantes, je vais faire un peu de publicité pour le territoire, qui bénéficie d'un écosystème extrêmement favorable en fait, à l'émergence de sujets autour de l'économie bleue, l'économie circulaire bleue. Donc notre métier à nous consiste à valoriser les co- et sous-produits de la filière mer dans les algues. Alors quand on parle d'algues, il faut parler aussi mer. Et quand on parle de mer, on a la chance, nous Français, d'appartenir à une nation maritime. Nous sommes en fait, nous possédons le deuxième domaine maritime mondial avec à peu près 11 millions de kilomètres carrés. Donc c'est une chance et une opportunité extrêmement intéressante et qui, de surcroît, nous permet de bénéficier de la fameuse ZEE, des ZEE, pour lesquels en fait nous sommes souverains, nous sommes souverains en termes d'exploitation et d'usage. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que derrière, en fait, on peut vite penser que nous possédons un terrain de jeu extrêmement intéressant, à la fois pour la culture, mais à la fois pour l'exploitation de ce que nous pourrions y mettre. De fait, la France est le premier producteur d'algues en Europe. C'est relativement simple, on a la plus grande surface maritime, donc ceci explique cela. Nous produisons entre 60 et 70 000 tonnes d'algues par an, et comme le disait Joël tout à l'heure, il s'agit principalement de macroalgues qui sont récoltées dans le domaine naturel. Je vais revenir un petit peu sur cette présentation. En fait, les algues, alors je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit brillamment Joël, mais en tout cas, les algues aujourd'hui peuvent être classées en macroalgues, microalgues et cyanobactéries, je l'ai bien compris. Donc les algues sauvages représentent à peu près 99% de ce que nous utilisons. Et ces algues sauvages sont principalement issues en fait de la pêche embarquée, c'est-à-dire en fait de l'exploitation par des navires
Il y a également en fait une répartition en fait entre le ramassage des algues épaves sous les jeunes, mais ceci représente 99% en fait de la matière première sur laquelle nous pouvons intervenir dans l'industrie. Les algues cultivées sont effectivement aujourd'hui en France une filière en cours d'émergence et extrêmement minoritaire, hormis pour les microalgues et pour la spiruline. Les microalgues aujourd'hui sur lesquelles nous avons vu conjointement en fait en 20 ans l'émergence en fait de systèmes de production qu'on appelle des réacteurs ou des photobioréacteurs. La croissance ou l'émergence de ces technologies a été assez fulgurante ces dernières années. Alors, quand on s'intéresse maintenant aux algues sauvages, celles qui sont ramassées par des bateaux, en fait on s'aperçoit que depuis 2018 jusqu'à 2022, il y a une croissance. Il y a une croissance de l'exploitation en fait, de ces algues. Qui dit croissance dit marché. Et donc, ceci confirme que derrière, doucement, tranquillement, en fait, il y a une filière qui se met en place pour la collecte de ces algues et pour alimenter les entreprises. Les principales algues que j'ai prises dans cet exemple sont les laminaires, mais je pense encore une fois, Joël vous a également présenté en fait la taxonomie associée. Quand on va un petit peu plus loin, je vais vous assommer avec quelques chiffres, mais c'est quand même assez intéressant. Quand on va un petit peu plus loin, au rang mondial, la France occupe le 7e rang. Loin derrière le Chili qui est un grand producteur de matières premières d'origine marine, pas que les algues, mais le Chili en fait est une grande plage, bénéficie de conditions climatiques extrêmement intéressantes, et un des grands producteurs d'algues dans le monde. Arrive derrière la Chine, et vous voyez bien, les premiers en fait ce sont surtout les pays asiatiques. Donc la France reste le premier pays européen, mais se positionne au 7e rang. Quand on regarde également en fait l'évolution de l'aquaculture versus collecte, on s'aperçoit que depuis les années 50, c'est le courbe en bleu en fait, ou les schémas en bleu, si vous voulez, les histogrammes en bleu, la collecte reste relativement constante. Par contre, l'aquaculture au plan mondial explose. Il y a aujourd'hui des technologies, des connaissances, un ensemble de facteurs qui permet en fait aujourd'hui d'accroître la production agricole des algues, avec une prédominance forte pour les pays asiatiques, pour lesquels la culture algues, consommation algues, exploitation des algues et transformation de l'algue est très en avance par rapport à d'autres pays. Outre donnée assez intéressante, c'est notre balance exportation-importation. Nous sommes le 9e pays exportateur. Donc nous exportons des algues. Et nous sommes le 2e pays importateur. Alors ça peut paraître assez surprenant. Nous importons beaucoup d'algues et nous exportons un petit peu d'algues. Alors nous importons beaucoup d'algues, est-ce pour la consommation? Est-ce qu'au pays en fait du pot-au-feu et du camembert, nous consommons tous des algues? Non. Non, en fait, les algues qui sont importées en fait alimentent, ce que disait tout à l'heure en fait Joël, alimentent l'industrie. Ça alimente les secteurs énergétiques. On l'a dit tout à l'heure, en fait, ça alimente le secteur des hydrocolonies. En fait, les algues importées rentrent dans la filière industrielle. On produit effectivement des aginates, l'agar-agar, des carragénanes, pour l'industrie agroalimentaire, on l'a vu, mais également pour l'industrie pharmaceutique, également l'industrie cosmétique dans une grande mesure. Donc le secteur des hydrocoloïdes est le secteur majoritaire en fait d'exploitation des algues en France aujourd'hui. Autre secteur intéressant, on en a parlé, c'est effectivement la cuisine, l'agroalimentaire, l'alimentation humaine, avec un secteur émergent qui est celui de la micronutrition et des compléments alimentaires, qui est un secteur à forte croissance, à fort potentiel de croissance, à forte valeur ajoutée, dans lequel en fait on voit doucement, tranquillement en fait, à l'arrivée des algues. Donc vous avez deux marques pour lesquelles je fais un peu de publicité, en l'occurrence la marque Roche-Marine, la marque Roche-Marine qui est une marque en fait qui est dédiée en fait à la micronutrition marine, avec un positionnement algue assez fort. Il y a le secteur que vous connaissez bien, qui est le secteur des cosmétiques, de la beauté,
les algues bénéficient en fait d'une image extrêmement positive sur un plan marketing, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Donc les algues aujourd'hui en fait connaissent une exploitation, en fait un intérêt relativement fort dans le domaine des cosmétiques, avec des process de transformation plus ou moins avancés et qui permettent effectivement de travailler sur des produits avec des allégations qui peuvent être plus ou moins soutenues. Enfin, un secteur assez intéressant, et on l'a cité tout à l'heure, qui est le secteur en fait du feed, c'est-à-dire l'alimentation des animaux de rente, du pet food, qui est un secteur en émergence, en croissance très très forte, qui est celui des animaux de compagnie, les chiens, les chats. Donc les algues aujourd'hui en fait connaissent un taux de pénétration sur ces marchés extrêmement intéressant. Et nous, entreprises, regardons ça avec beaucoup d'intérêt, bien sûr, avec un œil un petit peu opportuniste, je ne vous le cache pas. Bon, les biostimulants agricoles, je ne vais pas revenir dessus, c'est un secteur qui se développe bien et qui va continuer à se développer pour différentes raisons. Mais aujourd'hui, sur lesquelles, en fait, la France a des compétences fortes et reconnues à l'international. Alors, quand je vous ai dit ça, je ne vous ai pas parlé des freins. Parce que lorsqu'une entreprise décide de mettre sur le marché des produits, elle est bien sûr confrontée à des freins. Alors quels sont-ils ces freins? Cette filière algue, nécessite d'être structurée. C'est une filière extrêmement atomisée, extrêmement complexe, pour lesquelles les intervenants sont extrêmement divers, avec des tailles diverses. Donc aujourd'hui, comprendre la filière algue est parfois un petit peu difficile en termes d'acteurs, en termes de sous-traitants, en termes d'intervenants dans toute la filière. Donc les freins au développement de la filière algue sont d'abord liés déjà en fait à la structuration de cette filière, qui est assez mal organisée. Un autre point, c'est que lorsqu'une entreprise s'intéresse à une matière première à valoriser, elle nécessite du volume. Aller travailler sur quelques centaines de kilos ne nous intéresse pas. Il faut avoir la capacité en fait d'apporter de la matière en volume, avec une pérennité et avec l'assurance que, quoi qu'il arrive, les sites de production doivent être alimentés en fait en matière première. Donc aujourd'hui, en fait, l'augmentation de la capacité de production de biomasse est compliquée. Les algues ne se cultivent pas à des centaines de kilomètres de la côte. Elles se produisent, se ramassent au sein d'un espace maritime qui est aujourd'hui complexe. On y trouve des champs éoliens, on y trouve des activités de loisirs, des activités de pêche. Donc le partage de l'espace maritime aujourd'hui, en fait, est un véritable problème et probablement un des freins à l'exploitation de la filière, en tout cas française. Donc cette réflexion, en fait, liée en fait, à la capacité de production, en fait, nous interpelle. Et nous regardons, nous, avec beaucoup d'intérêt, tous les projets de coculture. J'entends parler, en fait, de production de moules et d'huile sur corde, avec des algues associées dans les champs éoliens. Voilà, ce sont des choses assez intéressantes, mais en tout cas qui, nous, en fait, nous amènent à intégrer dans l'équation systématiquement cette notion de biomasse. Il est également nécessaire, en fait, d'augmenter les capacités de transformation. Donc une algue, lorsqu'on la sort de l'eau, c'est de l'eau, surtout. Donc il faut la sécher, il faut extraire, il faut, etc. Et donc ça nécessite en fait un tissu d'intervenants dans le processus global de la transformation de l'algue. Et ça rejoint le point 1 de la nécessité d'une structuration de la filière. Enfin, ça nécessite peut-être d'une réflexion sur la notion de plan de communication. L'algue, c'est intéressant, vous êtes là, donc intéressé par les algues, on a eu une brillante intervention juste avant, mais pour aller sensibiliser le consommateur lambda, il faut peut-être réfléchir en fait à une notion de plan de communication pour amener l'algue au cœur des foyers, l'algue alimentaire j'entends. Donc ça nécessite en fait des efforts de la collectivité, ça nécessite des efforts industriels, enfin de la filière, on s'en prend du terme, pour amener l'algue au cœur des foyers. Enfin, et là je suis très poli, il faut une réglementation, on va dire, adaptative, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, rentrons dans le sujet.
J'aurais eu la délicatesse de ne pas parler des choses qui fâchent. D'abord, toutes les algues ne sont pas autorisées à la commercialisation. On n'a qu'un nombre relativement limité de macroalgues. Donc le terrain de jeu se réduit. Ensuite, parmi les quelques algues que nous pouvons exploiter, il y a des joyeusetés comme l'arsenic, le cadmium, le mercure, le plomb, etc. Donc, à ce stade, beaucoup de camarades chez l'entreprise jettent l'éponge, se disent comment on gère ça, comment on gère en fait une matière première qui a une plasticité métabolique très très forte et qui contient des composés qui, de fait, sont pas très vendeurs. On ne va pas enquêter sur l'arsenic. Donc, les données que je vous cite là sont des données en fait sont tout à fait disponibles. Je vais me cacher derrière mon petit doigt pour dire que derrière, en fait, au niveau de consommation d'un Français moyen, l'arsenic, le cadmium, le mercure ne représentent pas un risque réel pour la santé. Je suis très très prudent en disant ça. Il y a peut-être plus de soucis à des teneurs en iode, par exemple, qui peuvent être effectivement assez problématiques pour les gens qui sont sujets à l'hyperthyroïdie ou à l'insuffisance rénale. Donc, c'est juste l'exemple en fait des quelques contaminants qui nous posent nous problème en fait lorsque nous souhaitons en fait travailler sur des valorisations alimentaires des algues. Et pour complexifier l'équation, lorsque l'on concentre, on sèche une algue, on concentre ces petites choses très sympathiques et donc ça rend l'équation beaucoup plus complexe. Néanmoins, quand on a dit ça, les algues représentent malgré tout un potentiel de marché extrêmement intéressant. Alors, extrêmement intéressant parce que la valeur, une grande partie de la valeur des algues aujourd'hui est inexploitée. Donc il y a un terrain de jeu encore extrêmement intéressant, il y a de la place de nouveaux entrants. Et j'espère que s'il y a des jeunes ici, en fait, j'aimerais susciter quelques vocations. J'ai besoin de quelques sous-traitants. Aujourd'hui, en fait, le marché des algues, c'est une donnée en fait de la Banque mondiale, représente en fait, il y a 10 marchés sur les algues, que je vais vous citer après, qu'on va regrouper en 3 grands pôles, qui représentent un potentiel de croissance de à peu près 12 milliards de dollars par an pendant d'ici 2030. 12 milliards de dollars par an. Ça fait un peu d'argent à l'échelle mondiale. Alors, je vous ai mis en fait quelques groupes de marché en fonction d'un degré de maturité. Donc, un étant le groupe le plus mature. Les biostimulants, le feed, l'alimentation des animaux, le pet food, donc les animaux de compagnie, et les additifs pour ruminants, donc permettent, comme disait tout à l'heure Joël, de réduire les émissions de méthane entérique, représentent un potentiel de croissance d'environ 4 milliards de dollars par an d'ici 2030. Donc il y a des développements à envisager, des choses à faire extrêmement intéressantes dans le monde. La compétition est féroce à l'international. Les pays qui sont déjà beaucoup plus avancés en fait sur ce marché-là en fait ont déjà en fait engagé des développements assez forts. Le groupe 2, qui est celui des nutraceutiques au sens large du terme, compléments alimentaires, micronutrition ou aliments santé, représente à lui seul à peu près 4 milliards de potentiel de croissance par an jusqu'en 2030. Alors, je n'ai pas tout sollicité, il y a les protéines alternatives à la viande. On est en plein dans le sujet en ce moment, tout le monde se pose ces questions. Il y a un sujet intéressant, que sont les fibres textiles. Est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer en fait, des produits issus de la pétrochimie par des produits plus végétaux, peut-être qui cherchent aux algues de demain. Bon, il y a les plastiques biosourcés. Et enfin, il y a un groupe, le groupe 3, qui est le groupe des matériaux de construction, qui est un groupe un petit peu moins mature, sur lequel l'estimation représente à peu près 1 milliard de dollars par an d'ici 2030. Je n'ai pas cité en fait la pharma, c'est-à-dire en fait les développements pharmaceutiques, les composés à activité biologique, tout simplement parce qu'on ne sait pas bien l'estimer. Pour l'estimer, il faut bien savoir ce qu'il y a.
et ce qu'on cherche, et ce que l'on veut. Aujourd'hui, en fait, c'est un domaine encore assez mal ciblé, où lorsque les grosses sociétés travaillent dessus, ce qu'on appelle les big pharma, ils se gardent bien de communiquer sur quoi ils travaillent. Donc, j'ai été un peu plus vite que mes camarades, mais en conclusion, le potentiel de valorisation et d'exploitation des algues est extrêmement important. Il est extrêmement important. Je pense qu'on est au tout début d'une belle aventure. Il y a beaucoup de choses à faire. Néanmoins, en fait, l'écosystème est fragile. Alors, l'écosystème est fragile parce que aujourd'hui, on n'est pas sans savoir, on parle beaucoup dérèglement climatique, avec les variations associées. L'écosystème est fragile parce que, comme je vous le disais, en fait, le champ d'exploitation, la géographie d'exploitation des algues est limitée. L'écosystème est fragile également parce que derrière, en fait, arrivent des nations, des menaces, on va dire, hybrides, où on ne sait pas très bien, en fait, qui va exploiter quoi et où. Notre territoire océanique national est quand même assez difficile à contrôler. Donc bref, effectivement, il faut se poser cette question-là et bien choisir en fait des bonnes adaptations. Néanmoins, l'avenir est à écrire. Encore une fois, j'espère qu'il y a des jeunes ingénieurs, des jeunes scientifiques ici qui sont intéressés par ce type de jeu de marché. Et en pré-conclusion, cela nécessite une feuille de route nationale pour le développement des filières locales françaises. Alors cette feuille de route existe. Elle est probablement à compléter, à parfaire. Et je pense qu'il est utile de sensibiliser en fait les bons canaux. On ne peut pas oublier que la mer représente pour nous en fait un potentiel de croissance extrêmement important. Et que probablement en fait les grands développements arriveront de la mer demain. Donc toutes les sciences que je vous ai citées sont disponibles. Et je tiens à vous remercier de m'avoir permis d'apporter un petit éclairage, un petit témoignage sur cette filière extrêmement intéressante. Je souhaiterais en fait, si vous me permettez, faire un petit remerciement personnel en fait à ma collaboratrice Marion Levillain qui m'a aidé en fait, à la réalisation de cette petite présentation. Et pour conclure, je crois que je vais passer un petit film un peu de la présentation de la nos deux conférenciers sur la qualité et la technicité de leur débat. Merci à vous. Donc, les questions sont ouvertes. On a un temps de prévu pour les questions. Une question concrète. Est-ce que la présentation sera disponible? J'avais prévu, enfin avec Yvon, on avait prévu d'en parler à la fin. Donc tout ce qui a été présenté ce soir sera mis sur notre site. Stéphane, je pense, pourra nous le confirmer. Hein, ainsi que ce qui a été filmé et les questions-réponses qui vont être opérées aujourd'hui, maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour à
présentation. Moi, je suis étudiant en thèse de doctorat ici au sein de l'IRIS, dans un laboratoire en génie des procédés, où je travaille justement sur l'incorporation des algues dans le développement de produits similaires. Donc, vraiment dans le site des éléments que vous avez évoqués. Mais c'est une thèse financée par une entreprise, une thèse CIP, donc on est vraiment en lien avec ces deux sujets de la recherche et de l'industrie. Et il y a différentes limites aujourd'hui dans l'utilisation que veut avoir l'entreprise. Il y a déjà une première question par rapport au coût, puisqu'il me semble qu'aujourd'hui, même si les algues bénéficient d'un environnement naturel ne peuvent pas, en tout cas les macro-algues qui sont récoltées, on est par exemple sur une différence de x10 vs des protéines végétales comme les légumineuses et autres. Et il y a effectivement ce sujet des contaminants qui limite aussi leur incorporation dans les formulations pour des produits similaires. Ma question, c'est déjà sur le point de vue scientifique, existe-t-il des méthodes de développement qui permettent d'éliminer ces contaminants qui s'accumulent de plus en plus et freinent justement l'exploitation des algues? Et j'avais une deuxième question que j'ai oubliée, mais qui reviendra peut-être après la réponse. Donc nous allons répondre en deux temps. Décontaminer, en fait, j'ai décontaminé tout simplement. Ça marche là? Oui. Décontaminer, c'est-à-dire en fait enlever en fait un contaminant dans un produit qui nécessite déjà d'avoir transformé le produit. Je vais prendre plutôt un parallèle, plutôt qu'un long discours. En fait, les huiles de poisson aujourd'hui, lorsque vous prenez l'huile de poisson, lorsque vous mangez un poisson tout simplement, aucun poisson n'est conforme à la réglementation. Lorsqu'on prend une huile de poisson, une des problématiques que nous avons, c'est d'éliminer les dioxines. Je prends juste cet exemple. Donc, éliminer une dioxine d'un poisson, c'est compliqué. Éliminer une dioxine d'une huile, c'est plus simple. C'est-à-dire qu'en fait, on la passe sur une résine de charbon actif. Et en fait, on peut fixer, éliminer. Donc, ce que je veux te dire, c'est que plus vous allez loin dans l'extrait, plus c'est facile. Voilà. Mais moins vous travaillez en fait la matière, et plus c'est compliqué. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose de basique, qui est la contamination donc, des algues par des métaux lourds, puisqu'il y a une réglementation spécifique à ce sujet-là, et aussi le problème de l'iode. Il s'avère que lorsqu'on soumet les algues à des procédés de transformation assez simples, cuisson à ébullition par exemple, et bien, beaucoup d'éléments sont en grande partie éliminés. C'est le cas de l'iode notamment, c'est-à-dire ce qu'on va retrouver en fait dans l'algue qui est susceptible d'être consommée en termes de teneur en iode n'a rien à voir avec la teneur en iode de l'algue qui est sortie de l'eau. Donc c'est toujours pareil, ça revient à un procédé en fait qui est un procédé relativement simple. Donc il n'y a pas plus simple que je regrette de faire une cuisson à ébullition d'un produit. Et là il y a vraiment des données scientifiques, il y a des publications sur le sujet. En plus, pour revenir sur les contaminants et leur toxicité potentielle sur un organisme, ça dépend de plusieurs critères que sont les formes chimiques sur lesquelles on trouve cet élément, sa biodisponibilité, sa bioaccessibilité qui est différente selon les organismes. Et là, il y a beaucoup d'études actuellement qui sont faites sur ce sujet et qui montrent que la réglementation, en fait, elle a été basée sur des teneurs en minéraux des algues sorties de l'eau, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on va trouver après dans les produits transformés. Et moi, je suis un militant pour dire, ok, il faut que les critères s'appliquent en fait sur les produits qui sont consommables, qui sont utilisés par le consommateur. Un procédé que vous connaissez bien aussi, c'est la fermentation. Je vais vous dire, la fermentation, qui est un procédé traditionnel en alimentation humaine, modifie beaucoup, de toute façon, la valeur nutritionnelle du produit et participe aussi quelque part à l'élimination de certains éléments toxiques. Donc il faut raison garder, il faut savoir de quoi on parle chaque fois, c'est ce que j'essaie de dire. Deuxième question qui m'est revenue, moi j'ai eu la chance de travailler Pardon, deuxième question qui m'est revenue entre temps. Donc j'ai eu la chance de travailler en nutrition animale et justement on parlait des procédés de fermentation. Beaucoup de compléments alimentaires ou de produits nutraceutiques sont développés avec justement des procédés de fermentation, la levure, les bactéries, qui j'ai l'impression ont une tendance
tendance plus appréciée en France vers des produits justement issus des algues qui sont plutôt historiquement consommés dans les cultures asiatiques, etc. Et vous avez parlé du potentiel de développement dans le monde de différents marchés qui concernent les algues. Et dans quelle mesure la France est impliquée dans cette croissance sur les développements de produits à base d'algues dans le monde? Je dirais que la France a des capacités, en fait, je vais montrer, en fait, de production d'algues. En fait, on a des capacités, surtout, en fait, de développement d'extraits, de composés pré-purifiés extrêmement intéressants. Je pense que derrière, en fait, aujourd'hui, il y a des bagarres contre des Chiliens sur la production d'algues sèches. Ça a vraiment beaucoup d'intérêt. Par contre, on peut se différencier sur des produits à études cliniques. On peut se différencier sur des produits associés à des technologies de purification, d'extraction extrêmement intéressantes. Je pense que c'est le savoir-faire français en fait, qui doit s'exporter à travers la technicité. Ensuite, on a une réglementation qui est quand même assez contraignante. Donc je pense que quand on arrive à vendre en France, on peut vendre partout. Je ferai une deuxième réponse. La France est leader dans l'algue alimentaire en Europe. Nous sommes les premiers. Nous sommes les premiers à assurer le développement de l'algue légumes, donc au niveau européen. Et je me suis intéressé au sujet et j'ai voulu comprendre pourquoi. Et en fait, il y a une explication assez simple. C'est que la France, au niveau européen, est le premier pays en termes de restauration japonaise. Il y a 14 580 restaurants japonais en France et il y en a 6 000 en Italie. L'Italie et la France sont des pays qui ont une culture gastronomique et ce sont des pays où en fait on a la plus grande implantation de restaurants japonais. Et tous les gens qui sont dans cet amphi, qui ont consommé des algues, ils ont commencé à consommer des algues au travers des maquis. Et ça explique effectivement le développement du produit algue en alimentation humaine. Moi j'aimerais amener ici un petit complément qui est assez intéressant parce que la réglementation est contraignante, j'en ai toujours à ma réglementation. Néanmoins, en fait, elle est protectrice du consommateur. Ça, c'est une chance pour nous. Et de surcroît, lorsqu'elle est utilisée en fait, intelligemment en marketing après derrière, en fait, c'est un gage de valeur ajoutée pour les produits français. Donc, on se fait mal parfois, mais c'est extrêmement précieux et reconnu à l'export. Il y avait une question par là-bas. Merci, bonsoir. Je voulais juste avoir une précision, enfin je sais pas, vous n'avez pas trop parlé, mais qu'en est-il de la production de l'hydrogène avec des algues au niveau industriel? La question, on pourrait élargir à la production d'hydrogène total, peu importe sa source. Je pense que c'est des jolis sujets de recherche pour l'instant. Après, derrière, il y a peut-être des technologies, des façons de produire l'hydrogène qui sont peut-être plus intéressantes, moins chères, moins coûteuses. Mais je pense que le débat, il est ailleurs. On en parlera une autre fois. Je vous remercie. Oui, bonsoir. Quelqu'un a parlé d'hydrogène, moi j'ai simplement parlé de carburant biosourcé, notamment pour l'aviation. Donc, quelles sont les recherches actuellement ou les possibilités de faire ce genre de kérosène biosourcé avec les algues? Je vais répondre un peu comme mon ami Lionel a répondu. Ce sont des axes de recherche. Les biocarburants, puisque c'est de ça dont on parle, en fait, ce sont des carburants qui sont produits par la culture de microalgues, et pas de macroalgues, dans des photobioréacteurs, donc dans des équipements très coûteux. On en est pour l'instant au stade recherche et développement, enfin, à ma connaissance.
ça reste une perspective, ça reste quelque chose de potentiellement possible, mais moi, c'est pas trop mon sujet de recherche. J'ai quelques informations là-dessus, mais pour moi, ça reste quand même encore du potentiel recherche. Voilà. Maintenant, je ne suis pas Wikipédia. D'accord. Moi, j'ai une question qui concerne plutôt le milieu halieutique en règle générale. Les algues ont une richesse nutritionnelle très importante, vous l'avez dit. Et fibres, minéraux, protéines, oligo-éléments. Est-ce qu'elles ont une influence sur l'existence des poissons? Le poisson en mange-t-il? Ou est-ce, sur ce milieu marin, est-ce qu'elles ont des propriétés d'immunostimulants vis-à-vis de ces populations? Alors, première question, je termine. Dans les systèmes d'élevage maritime actuels, saumon, et tout ça, on parle aujourd'hui d'IMTA, intégrative multitrophique aquaculture, si vous bien traduit ce que j'ai lu, dont nous parlerons peut-être un petit peu. Est-ce un mélange bénéfique sur à la fois des poissons, des coquillages, des algues, et est-ce qu'il y a des incidences possibles pour le consommateur humain? Alors moi je répondrai de façon simple, parce qu'il y a des poissons qui mangent des algues, oui, il y a des poissons herbivores. Après pour le reste, si dans cet amphithéâtre il y a quelqu'un qui est spécialiste de l'aquaculture, de l'halieutisme, qui peut répondre à cette question, je crois que ce sera avec plaisir. Je vais la laisser se présenter. Merci. Donc, je suis Sylvain Calvin, je suis enseignant chercheur à Oneris côté vétérinaire en aquaculture. Et juste par rapport à toutes les présentations que vous avez faites, effectivement, il y a déjà des choses qui se font en élevage d'huîtres, plutôt sur les jeunes stades, naissants, etc. On va faire de la culture de micro-algues pour apporter des aliments. On va aussi faire de la pêche, aller ramasser des algues pour aller donner à manger aux ormeaux, aux oursins notamment. Donc l'élevage animal, on va dire, a besoin de l'élevage de la culture d'algues. Et puis après, la spiruline, c'est déjà utilisé. Donc c'est sûr qu'il y a des propriétés très intéressantes. Alors, comme vous disiez, on cherche plutôt des fois une molécule bien particulière qui aura un intérêt, soit un peu comme les antibiotiques, pour limiter l'évolution de bactéries, ou développer l'immunité des poissons. Mais ça, c'est aussi en recherche et développement. Pour d'autres animaux, il y a des choses qui sont déjà sur le marché. Mais voilà, ça se développe. Puis après, le système IMTA, là, on va associer effectivement différentes espèces ensemble, et chacune va essayer d'apporter en fait un intérêt pour une autre, donc les algues, pour les coquillages, pour filtrer l'environnement, etc. Et puis après, qui vont aussi servir pour les poissons. Ça se développe beaucoup en Asie aussi, il y a des projets, on va dire en France ou en Europe, ou même aux États-Unis. Et voilà, c'est trouver l'association, les bonnes associations, et puis que ça fonctionne bien. Déjà, élever, on va dire, une espèce, c'est pas toujours facile. Alors, on élève 4 ensemble, c'est compliqué aussi. Voilà, ça se développe. Merci pour votre intervention. D'autres questions? Pardon. Est-ce que vous pourriez nous brosser un petit peu l'étendue de l'alco-industrie, l'entreprise en euros, la balance commerciale, tout ça présente, tout ça, vous produisez? C'est une présentation de ça, non? Si j'avais su qu'on poserait la question, j'aurais travaillé un peu plus la copie. Non, j'ai pas de chiffres comme ça à vous donner, surtout sans filer, ce serait vraiment dangereux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait aujourd'hui, en France, le marché de la transformation des producteurs, ça reste quand même un marché de PME. À part quelques gros faiseurs dans le domaine hydrocoloïde, ça reste un marché de petites sociétés, petites fermes agricoles, de petits producteurs. Alors je parle des producteurs primaires. Dans les transformateurs, bon nombre de sociétés ont leurs propres installations, mais il reste des installations relativement simples, comme de séchage moyen. Les sociétés qui vont un peu plus loin dans la chaîne de valeur communiquent assez peu sur ce qu'ils font, ils sont relativement discrets sur leur process. Mais pour répondre quand même un petit peu à votre question, ça manque de gros acteurs. Il n'y a pas de gros acteurs. Je crois que Sanofi, pendant un moment, y était. Je ne sais pas s'ils y sont encore.
mais ça reste en fait une filière atomisée de petits producteurs et avec des maillons qui manquent au sein de l'organisation de l'élevage. C'est-à-dire en fait des gens spécialisés en sous-traitance, des gens spécialisés enfin, sur des chaînes de valeur beaucoup plus aval. Donc ça reste encore un petit marché. Cosmétique, en fait, voilà. Cosmétique, beaucoup de gens utilisent des cosmétiques. En fait, beaucoup de gens font des cosmétiques. Mais pour faire des cosmétiques, en fait, il faut acheter des matières premières. Enfin, il faut acheter des extraits. Donc, il y a beaucoup de petits labos cosmétiques, des labos de taille plus ou moins importante, qui utilisent des extraits, et ils ne font pas de cosmétiques à 100% à base d'huile. Donc, ce sont des extraits qu'on rajoute. Et puis, de surcroît, en fait, encore une fois, je reviens toujours là-dessus, mais on ne peut pas tout faire. Il y a une réglementation qui est assez rigoureuse en agroalimentaire, en nutrition humaine, mais également en cosmétique. Donc, on rêverait de faire beaucoup de choses, mais on ne fait pas tout. Ça évoluera probablement. J'ai été surpris dans votre présentation de voir arriver le Chili comme grand producteur, même énorme par rapport à Chine, Indonésie, Japon. Qu'est-ce qui explique ça? Bon, il y a bien sûr une façade ouverte sur l'océan, mais est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est culturel? Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Ils font la transformation aussi ou c'est exporté? Enfin voilà, comment ça fonctionne? Le Chili est une grande nation maritime, en fait, en réalité. Une grande nation maritime. Vous avez entendu parler des oméga 3, ça vous parle? Les oméga 3 de poisson. Les oméga 3 de poisson viennent principalement du Chili. C'est la zone de ce qu'on appelle la zone des FAO 87. Donc, ils pêchent beaucoup. Ils cultivent beaucoup d'algues. Je crois que les premiers producteurs de moules au monde sont les Chiliens. Donc, ils ont le territoire, ils ont le gigantisme d'un pays très grand, en fait. Le Chili, c'est un pays de Tonga. Et puis, ils ont la chance, en fait, d'avoir ce qu'on appelle des zones de pooling, enfin, des zones très riches les eaux sont très riches en éléments nutritifs, qui permet, en fait, de bénéficier, en fait, d'une diversité, une quantité de matières premières excellente. Donc, aujourd'hui, lorsque vous mangez des moules dans des plats cuisinés, je ne sais pas si vous mangez, ça vient du Chili probablement, tous les oméga 3 dont vous entendez parler viennent à 80% du Chili. Et pour revenir à votre question, est-ce qu'ils transforment? Ils font les bonnes transformations primaires chez eux. Donc ils ont eu l'intelligence de comprendre que transporter de matières premières, c'est transporter de l'eau. Donc le mieux, c'est dans le vélo. Donc ils font les bonnes transformations de pressage, de séchage, de broyage, et ils exportent. D'autres questions? Bonsoir. Je voulais savoir de façon pratique comment vous faites pour extraire les principes actifs des algues et est-ce que vous arrivez à faire des huiles d'algues? Quand on prend une sardine et qu'on la presse très fort, on a un jus qui contient de l'eau et des lipides. Quand vous pressez une algue très fort, il ne se passe pas grand-chose. Ce que je veux dire, c'est que la première chose qu'il faut intégrer dans la réflexion, c'est quelle est la quantité d'huile rapportée à la matière sèche. Donc chez les macroalgues, c'est 1 à 2%. Donc si on veut extraire une huile, on peut tout faire. Aujourd'hui, on peut tout faire. Les technologies existent. On utilise du supercritique, on extrait de l'huile. Le problème, c'est que une huile en choix sardine, c'est bon en allant sur les marchés internationaux en dessous de $10. Une huile d'algue, si on la fait, elle sera à $250. Y a-t-il un marché pour ce type de produit? C'est juste en fait la notion de quantité rapportée à la matière sèche et le coût derrière. Mais après, sur le principe, on peut tout faire. Ou presque. Pour compléter la réponse, en fait, les algues ne sont pas des sources
importante en lipides, du point de vue quantitatif. Une autre question? Derrière toi. Ah, pardon. Merci pour votre présentation. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé notamment des polysaccharides pour les additifs. Et justement, ce rapport quantitatif des algues qui n'ont pas des rendements très importants, qu'est-ce que vous faites de la concurrence par rapport aux exopolysaccharides, notamment bactériens, qui sont assez en croissance et niveau quantité, c'est pas trop problématique? Alors, en ce qui concerne les exopolysaccharides, bien entendu, les algues produisent des exopolysaccharides, mais ce sont principalement les microalgues. Donc, j'ai parlé que des macroalgues dans mon exposé. Mais il y a une microalgue dont vous avez vu une photo qui est Porphyridium cruentum, qui, elle, produit effectivement beaucoup d'exopolysaccharides. Il y a des brevets qui ont été déposés d'ailleurs par le GPEA. Et il y a la thèse que Sébastien Jubot qui a portée sur le sujet, c'est-à-dire sur le bioraffinage de Porphyridium cruentum. C'est quoi le bioraffinage? En fait, c'est la valorisation de tous les constituants d'une microalgue. Et il y avait donc les pigments comme la phycoérythrine, il y avait les polysaccharides internes et surtout les exopolysaccharides. Et donc c'est surtout chez les microalgues, dans certaines conditions physiologiques, où on arrive à produire des quantités importantes d'exopolysaccharides. Il y en a chez les macroalgues, mais c'est beaucoup moins étudié. Par contre, j'aimerais apporter un petit témoignage en fait, sur les microalgues. Les microalgues, aujourd'hui, en fait, on a des capacités de production de microalgues en photobioréacteur. Donc, le professeur Florence à côté a confirmé qu'une microalgue a besoin de lumière. C'est un organisme photosynthétique. En fait, aujourd'hui, on peut produire, quelqu'un parlait de l'huile tout à l'heure. Il y a sur les marchés maintenant des huiles de microalgues qui arrivent et qui sont cultivées dans des réacteurs qui ne sont plus des photobioréacteurs. C'est juste des réacteurs. C'est-à-dire qu'en fait, on a switché l'aspect la photosynthèse. Et on utilise des réacteurs qui sont des grosses cocottes minutes et qui permettent aux Américains, je pense à DSM, qui vient d'investir 400 millions de dollars dans une usine en plein cœur des États-Unis, qui a la capacité en fait de faire des huiles d'un microalgue dans des réacteurs hétérotrophes, c'est-à-dire en fait sans lumière. Donc ça va très 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 vite. Très 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 vite. Donc aujourd'hui, je modère un tout petit peu la réponse que j'avais faite à l'heure sur les huiles. C'est que derrière, en fait, ces gens-là, qui montent maintenant le marché européen avec des huiles riches en oméga 3, qui sont des substituts potentiels ou des succédanés en fait aux huiles de poisson, issus de microalgues cultivées dans des réacteurs immenses, gigantesques. Donc ça c'est fabuleux, ça va très très vite. Voilà. Et bien sûr, les camarades chinois en fait ont pris le relais et sont déjà arrivés avant les Américains. Merci. Bonsoir. Moi, c'était plus une question autour de la culture de l'algue et son pouvoir, enfin, en termes de rentabilité. Est-ce qu'il y a des saisons? Est-ce que ça pousse vite? Vous avez dit tout à l'heure que les principaux moyens de récolte, c'était surtout des algues sauvages. Qu'est-ce qu'il en est de l'écosystème? Comment ça fonctionne? Alors, en ce qui concerne la culture d'algues, il faut voir que le monde se divise en deux, il y a l'Asie et l'Amérique. Donc nous sommes des petits producteurs d'algues, je parle de macroalgues. Donc, en fait, dans les algues qui sont cultivées sur nos côtes, il y a historiquement Undaria piletifida, qui est le fameux wakame, qui a été introduit accidentellement avec un Messenbutre japonais en 1970 dans les Kanto et qui a été après transporté par l'Ifremer pour le développement de la culture au large d'Ouessant, ce qui serait aujourd'hui interdit. Aujourd'hui, développer la culture d'une algue non indigène sur nos côtes, vous vous retrouvez de toute façon en garde à vue. Ça, c'est clair. Bon, à l'époque, ça pouvait être possible. Mais grâce à ce procédé, donc je ne veux pas rentrer dans le détail, et c'est René Pérez qui a mis au point ce qu'on appelle la méthode française, qui est beaucoup plus courte que la méthode
japonaise à l'origine, on a pu développer la culture d'algues sur nos côtes, à partir d'une espèce qui était non indigène. Et maintenant, effectivement, il y a une autre algue qui est cultivée, qui est Saccharina latissima, c'est le courgelet sucré, enfin, c'est l'aminaire sucré. Et puis il y a l'Aria aussi, qui commence, ce qu'on appelle le Wakame atlantique, qui commence aussi à être cultivé, mais sur des petites zones et en Bretagne, Nord-Bretagne et puis Sud-Bretagne, du côté de l'Octudie. C'est Algolesco qui est en fait un moteur dans ce domaine-là. Sinon, pour répondre à votre question, ça dépend de l'espèce, ça dépend de la température de l'eau, ça dépend de beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on ne produit pas par culture les mêmes espèces à différents coins du globe, parce que les températures d'eau sont différentes, parce que les phases de développement des algues sont aussi très spécifiques de l'algue concernée. Donc on peut faire qu'une réponse au cas par cas à votre question. On ne peut pas faire de réponse globale. Les Chinois, ils cultivent une espèce qui est l'Aminaria japonica de façon extensive et intensive que nous, on serait incapable de produire sur nos côtes. Dans les mêmes conditions. Voilà. Puis nous, il y a des conflits d'usage. Hein. Les Chinois, ils n'ont pas de conflit d'usage. Hein. D'accord ? Oui. Pouvez-vous nous dire sur ce sujet? Moi, je pourrais vous faire une deuxième conférence sur les algues vertes. Moi, ce qui m'a fait... Une minute. Alors, ce qui me fait sourire... Non, mais ce qui me fait sourire avec les algues vertes, et ça va me perturber pour le reste de la soirée, c'est que, donc, l'algue qui est impliquée dans la marée verte, c'est une espèce qui est Ulvar moricana et qui existe naturellement au large de Roscoff, autour de ce qu'on appelle l'île verte. Et cette algue, en fait, c'est une algue qui a des caractéristiques physiologiques et biologiques très intéressantes. On va parler que des caractéristiques biologiques. Elle est capable de se reproduire de manière sexuée, comme la plupart des algues, de manière asexuée, comme la plupart des algues, mais elle est capable aussi de se produire par bouturage. Vous savez ce que ça veut dire? Un bouturage, un fragment va générer en fait un nouveau organisme. Et quand cette algue est très photophile, c'est-à-dire quand il y a de la lumière et qu'il y a suffisamment d'azote dans le milieu, notamment nitrate et nitrite, elle a une capacité de croissance phénoménale. Et elle peut, en fait, croître tout en se détachant de son support rocheux. Elle devient pélagique. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a mis en place un système d'algoculture performant pour l'espèce donnée qui est moricana. Donc, en fait, l'algue, elle est responsable de rien. C'est l'homme qui, par ses pratiques, a mis dans le milieu tout ce dont l'algue avait besoin pour se développer. Et je vous signale qu'Ulvar moricana, l'algue de la marée verte, est autorisée en alimentation humaine. Parce que les gens qui ont fait la réglementation, parce qu'il y a une liste positive d'algues autorisées, ils ont autorisé tout le genre, Ulva species, donc toutes les algues qui appartiennent au genre sont autorisées. Donc ce ne serait pas choquant de voir de l'Ulvar moricana comme salade de mer, laitue de mer, ouais. Mais bon, c'est pas vendeur de dire laitue de marée verte. Oui. Et les sargasses, on en a parlé. Oui. Les sargasses, c'est le même problème. Ils sont consommés en Asie. Il y a les marées brunes dans les Caraïbes, mais c'est parce qu'il y a effectivement des ordres anthropiques qui a permis le développement des sargasses. C'est interdit en France pour l'alimentation humaine. Une autre question, la pêche par bateau a-t-elle un impact significatif sur l'écologie de l'estran? Alors sur l'écologie de l'estran, je ne pense pas. Par contre, quand les navires goémoniers avec leur scooby, c'est-à-dire leur pince à sucre, comme j'appelle ça, vont s'enrouler autour de la laminaire et vont l'arracher, à mon avis, l'impact sur le fond et sur les alentours est certain. Bon. Merci, on va arrêter là les questions. Je tenais à remercier les intervenants. Je pense qu'on peut les applaudir parce que...
intervenir sur un diaporama est une chose parce qu'on le maîtrise, mais intervenir face à des questions, c'est toujours un peu délicat et un exercice de style important. La suite alors, la conférence elle-même n'est pas terminée, puisque vous l'avez vu sur les invitations, il y a un cocktail qui nous est offert, je vous expliquerai après où elle se situe. Mais en plus, on a rajouté au cocktail traditionnel, que pour ceux qui ont l'habitude de venir connaissent, une petite particularité. Je vais laisser M. Boniment vous présenter la chose. Je vais surtout, en fait, passer en touche. Je vais demander à Marion, qui est en face de moi, encore une fois, de venir nous parler des produits qu'elle va vous présenter ce soir. Marion, s'il te plaît. Alors bonjour à tous. Donc déjà il y aura une petite dégustation d'algues sèches, de nori et de dulce qui viennent de la côte bretonne. Et juste à côté il y a une petite présentation de nos produits. Donc nous on a une gamme de micronutrition marine qui s'appelle Roche Marine. On a plusieurs produits à base d'algues, notamment toute notre gamme d'algues sèches bretonnes. Également des produits micronutrition qui vont être utiles au bien-être. On a notamment donc, la spiruline, le lithotam pour sa richesse en calcium qui va être intéressant pour le capital osseux et l'équilibre gastrique. Également, on a développé 2 autres gammes en nutrition animale. Donc là, on a des produits pour les équidés, notamment avec des produits pareils à base d'algues, donc de lithotam et de spiruline. Et on a également une gamme pour les chiens et les chats. Donc toujours avec la spiruline et l'ascophyllum. L'ascophyllum qui est une algue qui a la particularité de réduire l'adhérence de la plaque dentaire, qui est importante pour la bonne haleine des chats et des chats. Merci à vous. Voilà, je voulais remercier Madame de Flessel de nous avoir accueillis pour cette conférence et pour la suite des opérations.